Je vais mettre en marche une petite démo que j'avais prévue parce que moi aussi je me filme. Je vous reparlerai de tout ça peut-être tout à l'heure. Là, je vais me concentrer sur un sujet, je vais être beaucoup moins technique que certaines des autres présentations. Je vais me concentrer sur nous, les utilisateurs, au sens large, en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant que travailleur, en tant que développeur, en tant que manager, en tant que prof. Bref, qu'est-ce que l'Internet des objets peut nous apporter? Et il y avait plusieurs sujets, puisque j'ai l'immense bonheur de travailler dans ce domaine de l'Internet des objets. Il y avait plusieurs sujets que je pouvais aborder, j'en ai choisi un, où j'ai une expérience professionnelle, et puis aussi je vais mettre à profit mon expérience en tant que président de l'association Cobot, qui est un club de robotique sur Sophie Antipolis, qui m'apporte depuis 10 ans l'expérience de ces différentes technologies. Donc, je montrerai aussi des prototypes sur Arduino et Raspberry Pi pour montrer que c'est tout à fait faisable. C'est la partie do it yourself de cette présentation. Sachant que la première partie, enfin le domaine métier que j'ai choisi, c'est le Quantified Self. C'est-à-dire ce qui nous concerne tous, c'est réaliser, avoir des objets, utiliser des objets pour soi-même. C'est au-delà de la montre connectée qui vous donne vos mails, c'est des applications dans le domaine du bien-être, du sport, donc c'est aussi en lien avec l'activité. Le Quantified Self est apparu il y a quelques années, je vais être très rapide. Vous imaginez que vous avez la possibilité d'avoir des capteurs sur vous, autour de vous, qui vous donnent des informations à usage personnel. Et si je veux finir, enfin si j'ai la chance de finir et d'être devant vous ce soir pour parler de l'Internet des objets, ça me permet justement de prendre un peu de recul, de hauteur, de regarder un peu comment se profile le marché et qu'est-ce qu'on appelle pour un usage personnel. En fait, c'est pour un bénéfice immédiat personnel, c'est pour ça que j'achète ces objets-là. Mais derrière, il y a un bénéfice pour les gens qui produisent, qui vendent, qui financent ces objets connectés, qui exploitent les données. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de données dans cette soirée. Donc il faut absolument parler de qui produit les données, qu'est-ce qui produit les données, où elles vont. On a parlé beaucoup de comment on pouvait les transmettre sur les réseaux. C'est très important que nous, en tant qu'être humain, on se pose la question de que deviennent les données, où sont-elles stockées, qui a la main dessus, qui fait du bénéfice dessus, même si on est très intéressé par l'objet même du Quantified Self, c'est-à-dire avoir plus de connaissances sur nous, soit pour effectivement surveiller sa forme, avoir la possibilité de contrôler son poids, de contrôler sa tension, la qualité de l'air, j'en parlais à l'instant. Il y a en plus une offre commerciale, donc on est tenté, il y a même des cigarettes. Moi je vais m'arrêter sur 2 secondes sur qu'est-ce qu'on en fait actuellement. On en fait des graphiques, on en fait des chiffres qui s'affichent sur des smartphones et sur des montres. C'est pas forcément très utile, mais ça peut rendre déjà un service. Donc il faut bien voir que c'est ça en fait qui est important quand on parle des objets connectés. C'est en fait qu'est-ce qu'on va en faire et peut-être qu'effectivement juste avoir une courbe, ça va nous suffire. On se dit, finalement, en fait, moi je veux juste voir si mon poids il augmente ou s'il baisse. Mais il faut réfléchir un peu plus loin que ça, puisque ces données, elles ont différents contextes. Et en fait, si on parle des objets connectés sans parler du contexte, c'est très grave. Et surtout, ça peut mener à des situations où la donnée nous échappe totalement. Si par exemple, vous bénéficiez, alors là, j'entre vraiment dans les sujets problématiques actuellement. Si vous surveillez votre poids pour être en bonne forme parce que vous avez envie de rentrer dans vos maillots ou de rentrer dans votre jean slim cet été, tout va bien. Si ça devient une maladie, si la présence continue de cette information, maintenant ce sera même sur votre montre, donc vous n'aurez même plus à allumer votre téléphone pour savoir si votre sandwich du midi vous a fait prendre 200 grammes, là ça peut devenir effectivement maladif. Et surtout, le problème c'est que c'est une seule donnée. Or la santé, puisqu'en fait derrière le mot bien-être, c'est finalement la santé qui est juste après. Ça pose la question aussi de l'efficacité de ces mesures. Et finalement, en se posant toutes ces questions, on en arrive à une réflexion, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas que je connaisse vraiment bien ces objets-là
plutôt qu'effectivement me mettre à les collectionner, à les accumuler, et finalement qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est finalement ce qui nous anime depuis 10 ans avec mes collègues, c'est en fait regarder ce qu'il y a à l'intérieur des choses, les démonter, regarder les technologies pour les maîtriser. Et finalement cette maîtrise de l'information, elle est importante, surtout qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces objets connectés. On parle de 37 milliards, alors c'est des perspectives, hein, je n'ai aucune idée de vraiment les chiffres et pourquoi on communique sur ces chiffres. Est-ce que c'est censé nous faire rêver? Qu'est-ce que c'est censé dire ce 37? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Finalement, en fait, c'est qu'il y a une manne commerciale, non pas sur les objets eux-mêmes, mais sur les données qui sont derrière. Donc, pensons-y. Et puis, on a la chance aussi d'être bien positionné sur le sujet, donc c'est une opportunité à prendre. Il y a un grand nombre d'entreprises dans le domaine des objets connectés en France. On était à peu près 150 à la réunion du plan industriel, Nouvelle-France industrielle, sur les objets connectés. Donc il y a vraiment, ça intéresse vraiment beaucoup de monde, à la fois ceux qui fabriquent, à la fois effectivement, j'en ai énuméré certains, dans les assurances. Donc là, assurance, santé, assurance, donc derrière mutuelle, contrôle du poids, mon poids qui est communiqué sur une plateforme très ouverte. Finalement, est-ce que ma mutuelle ne va pas y avoir accès? Qu'est-ce que ça veut dire sur mon taux de cotisation? Ça, c'est le genre de connexion qu'on fait quand on réfléchit un peu à l'usage des données. Et finalement, quelque chose qui était plutôt sympa au début, qui était de surveiller sa ligne, peut devenir effectivement prétexte à un contrôle sur finalement ses finances. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir, même si on est passionné par la technologie et qu'on aime bien en faire. Alors, la fameuse courbe du hype de Jean, alors on peut constater, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a aucune garantie d'atteindre le plateau de productivité. Il y a en fait, en bas de la courbe, un petit réservoir, une petite poubelle, où finissent toutes les fausses bonnes idées, qui après être passées par le pic d'inflation, et la délusion est trop grande pour pouvoir remonter la pente. Il n'y a peut-être pas les industriels qui sont derrière pour remonter cette pente et y arriver. Donc si on regarde bien, sur ce qu'on appelle le Quantified Self, on est encore dans le tout début de l'innovation, c'est le point bleu clair au début. On a aussi le Mobile Health Monitoring, donc il ne faut pas les confondre. L'Internet of Things, on en parle énormément, c'est aussi pour ça que c'est un sujet des conférences de ce soir. Il est vraiment proche du big avec le big data, c'est le sujet de la conf suivante. Donc, on a également les robots mobiles qui sont aussi mentionnés et qu'on connaît bien à Powot. Les Wearable User Interface, là, elles sont vraiment au sommet de la courbe. Donc c'est celle de juillet 2013. Je suis impatient de voir la nouvelle de 2014 pour voir la progression aussi. Parce que bon, faut pas croire que c'est une vérité donnée, hein. Bien sûr c'est à prendre avec tout le recul nécessaire. Mais c'est vraiment très intéressant d'échanger sur cette courbe. Donc je voulais vous la présenter. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à vous en servir et surtout dans 10 ou 15 ans, même dans 20 ans, retrouver les vieilles courbes et puis on rigolera bien ensemble. Donc du Quantified Self, je passe au Do It Yourself parce que j'ai expérimenté moi-même. L'idée c'était au début, pourquoi faire ses propres équipements? Mon objectif clairement c'était d'expérimenter les capteurs, de voir quelle était leur précision, jusqu'où on pouvait aller avec, qu'est-ce que vraiment ça pouvait apporter de connaître en permanence son pouls. Mais il y a aussi derrière l'idée d'avoir des modèles uniques personnels, et ça c'est quelque chose aussi qui est très intéressant et qui rejoint toute la démarche qu'on a qu'on rencontre dans les Fab Labs, de se dire que finalement, il n'y a pas un objet qui va m'être imposé, j'ai envie de faire l'objet que je vais utiliser quand je veux, où je veux, qui produira des données pour moi, je vais être acteur à toutes les étapes du processus, et c'est peut-être ça une des bonnes réponses à l'Internet des objets. Alors ça se base sur du prototypage rapide, et puis vous avez vu dans les présentations précédentes qu'on parlait régulièrement d'Arduino, de Raspberry Pi, c'est des technologies vraiment accessibles, je suis surpris de les voir mentionnées à ce niveau de l'industrie.
Et c'est vrai que dans mon travail également, je vais voir des industriels, et eux-mêmes me parlent d'Arduino, de Raspberry Pi. C'est toujours étonnant parce que justement il y a cette question, voilà, de frontière entre le bricolage, disons-le, et derrière la réalité scientifique des valeurs qu'on va mesurer. Un autre pan du do-it-yourself qui concerne le quantified self, ou en tout cas le bien-être, c'est les cosmétiques. Donc ça, c'est peut-être effectivement, on va être très curieux, très ouvert dans le Fab Lab de Sophia. On verra justement ce qui va arriver dans les biotechnologies et la cosmétique, puisque c'est aussi un des axes, enfin c'est aussi un des fragments de l'ADN de Sophia Antipolis, ces biotechnologies. Donc je suis très curieux de voir ce qui arrivera dans ce domaine-là. Là aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même des produits qui, dans l'industrie, sont testés sur la peau. Donc quand on voit arriver des équipements en vente en ligne, on peut se dire c'est bien beau effectivement, mais voilà, quelles précautions sont prises avec les composants. Alors dans la santé, typiquement, on a bien sûr le bien-être, c'est-à-dire je mesure des informations, mais comme Jean l'a dit, c'est que la moitié de l'équation, l'autre moitié c'est l'action, comment on agit sur son corps, et là se pose le problème des médicaments. Il y a de très belles choses dans les objets connectés pour les médicaments, le pilulier notamment, il existe une entreprise française qui en commercialise. Ça c'est formidable, ça peut faire des économies énormes à la sécurité sociale. C'est aussi très bien pour éviter toute mauvaise prise de médicaments. Donc ça c'est effectivement des sujets. Si on veut le faire soi-même, quel est l'intérêt et voilà quels sont les risques de ne pas avoir la bonne alerte. Donc malgré la faisabilité des prototypes, soyons prudents sur ce que l'on fait. Donc à tous ceux qui rejoindront le Fab Lab lorsqu'il sera ouvert au projet, pensez bien avoir une vision globale de l'utilisation des technologies do it yourself. Alors voilà, on ne les présente plus, vous les avez déjà eus l'an dernier. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à venir nous voir lors de nos ateliers chaque semaine. Effectivement, on peut créer des outils de quantified self. J'ai ici une petite plaque prototype, alors pour faire vite, je la présenterai plutôt tout à l'heure après le cocktail. C'est simplement un petit moteur pour indiquer un niveau, un petit capteur qu'on met sur le doigt, donc ça se trouve pour quelques euros sur internet en tant que composant électronique, au milieu des capteurs de température, des capteurs d'humidité, donc c'est vraiment un accès assez intéressant pour faire des expérimentations, mais pensez bien à ce que vous faites de ces données-là. Voici un autre projet, et après on trace des courbes, finalement on en revient toujours à la même chose. Beaucoup de projets se limitent à tracer des courbes, il n'y a pas forcément d'analyse, mais des fois ça suffit. Là c'est dans un open space, c'est un projet que mes collègues connaissent sans doute, puisqu'on a organisé un trophée d'innovation et il a remporté la seconde place. Donc on mesure en fait l'humidité, la température et la luminosité, le son dans un open space, et puis on voit effectivement qui a raison, est-ce qu'il fait trop chaud, est-ce qu'il fait trop froid. Encore là, attention au manque d'analyse qu'on peut avoir et à la fiabilité des mesures. Typiquement, quand vous faites une mesure de température ou une mesure d'humidité, comment le capteur est-il placé? Est-ce qu'il est à l'intérieur d'un boîtier? Auquel cas la température, vous y voyez, s'approcher des 29 degrés. C'est typiquement ce qu'on va rencontrer dans des projets do it yourself. La facilité de la technologie ne doit pas enlever tout sens critique et finalement avoir une approche scientifique des mesures de valeur. Justement, tout le temps qui est gagné dans la conception et dans la fabrication doit être utilisé à bon escient, ici pour se rendre compte effectivement que le capteur est peut-être mal placé et que finalement la température, c'est la température près des composants et pas la vraie température ressentie. Alors les compétences, on a parlé beaucoup des réseaux machine-to-machine. Les protocoles de données, vous en avez eu un large panel tout à l'heure. Reste effectivement la fabrication et l'impression 3D qui sont peut-être ceux effectivement qui sont les plus complexes à maîtriser, mais tout ça s'apprend et le do-it-yourself est vraiment accessible à tous.
Alors justement, voilà, on en arrive aux avantages. Conserver la maîtrise de technologies invasives, là on est vraiment dans est-ce que je veux que dans mon domicile, voire même sur ma personne, voire même dans mon corps, n'importe quel fabricant puisse mettre sans contrôle de ma part des objets connectés. Quelles vont être les assurances que j'ai de la fiabilité et de l'innocuité de ces technologies? Alors quelqu'un s'est posé la question. Il se trouve que dès 2011, c'était un diabétique, il était équipé de pompes à insuline et il s'est rendu compte qu'avec un simple dongle série, il arrivait à hacker sa pompe à insuline et il pouvait agir sur la distribution des doses. Donc voilà, soyons très prudents, le do it yourself, ça permet aussi ça, de connaître les technologies qui sont dans les objets qui vont rentrer chez nous et donc finalement garder une approche positive parce que c'est ça qui compte. Alors il existe aussi la possibilité de fabriquer des objets en s'y mettant à plusieurs. Le crowdfunding est très bon pour ça. Donc malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'amateurisme et le bricolage de certains projets do it yourself, on voit que d'un capteur finalement au début qui ressemble à tout ce qui peut sortir de nos ateliers, en s'y mettant à plusieurs, il y a eu le raffinage technologique nécessaire pour arriver à un capteur plus efficace en sortie, une fois le projet de crowdfunding terminé. Donc à gauche avant, à droite après, très classiquement. Donc la démonstration, c'est ce fameux capteur que je vous montrerai directement après. Et pour terminer, donc, pour pouvoir tester facilement les différents projets autour de l'Internet des objets, on a conçu une plateforme, c'est ce fameux petit cube qui me sert actuellement à enregistrer des vidéos de manière très simple. À l'intérieur, on va retrouver Raspberry Pi et Arduino, donc les compagnons du do-it-yourself. Et puis, tous ces réseaux de capteurs, on a la possibilité de venir y plugger de nouvelles technologies. Actuellement, on travaille sur on étudie les beacons. Ça permettra effectivement de faire parler la machine X avec un capteur Y en essayant de connecter les deux. Et c'est ça qui est en fait passionnant dans cette approche-là. Donc n'hésitez pas là aussi à venir voir comment on peut, si vous avez des projets d'objets connectés, venez nous voir, on pourra les intégrer dans cette plateforme. Je remercie finalement Emmanuel Gaden et Xavier Moulin, qui sont deux collègues dans la société Sopra où je travaille. Le premier est un des spécialistes français du Quantified Self. Il a écrit un livre, Mieux gérer sa vie, sa santé, sa productivité. Entre nous, c'est tout un programme, mais voilà, à prendre effectivement avec en gardant sa conscience et une bonne étude de ce que ça peut vous apporter et des dangers que ça peut représenter si c'est mal utilisé. Et Xavier est donc celui qui a réalisé le prototype Arduino Raspberry Pi du Quantified Open Space. Merci beaucoup.